Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. J'espère que vous vous portez bien après la dure journée d'hier. Yako aux familles des personnes décédées hier au cours des inondations qu'il y a eu dans tout le district d'Abidjan. Prompt rétablissement aux blessés et courage à tous les sinistrés des difficiles événements qui se sont produits hier ici dans le district d'Abidjan. Et bien à ce sujet, nous recevrons au cours de cette émission le directeur des opérations de secours de l'Office national de la protection civile qui viendra nous parler des dispositions pratiques à adopter pendant cette période de pluie pour éviter bien évidemment de se retrouver dans des situations compliquées comme celle qu'on a vécue hier. Bienvenue à la seule et unique matinale télé de Côte d'Ivoire. Le colonel Léo Marius est avec nous. Mon colonel, vous allez vous installer et nous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en cette période très sensible où on a déjà noté malheureusement de nombreuses victimes, au rang desquelles 5 personnes qui sont décédées. Bonjour, colonel. Bonjour, monsieur. Et merci de répondre à nouveau à l'invitation de Matin Bonheur. Nous étions en votre compagnie il y a peu pour la rubrique Instant Vérité. Et à cette occasion-là, vous nous aviez parlé justement de ces dispositions à prendre et surtout, vous aviez lancé un message de sensibilisation. Malgré cela, hier, voilà, on a assisté avec les fortes pluies qu'il y a eu dans la nuit de lundi à mardi à tous ces dégâts-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon colonel ? Merci. Je voudrais vous remercier au nom de ma direction générale qui m'autorise à être sur ce plateau pour communiquer sur cette actualité-là. Nous avons pu le constater hier, malheureusement, avec les fortes pluies. On a enregistré de nombreux dégâts et malheureusement quelques pertes en vies humaines. Et je voudrais saisir l'opportunité de ce temps d'antenne pour m'incliner respectueusement devant la mémoire de ces disparus, auxquels les membres du gouvernement, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné de ses collègues de l'hydraulique, de l'assainissement et de la solidarité, a apporté le soutien de l'État à travers une visite sur le terrain qui s'est effectuée hier. De façon générale, c'est encore inviter l'ensemble de nos concitoyens à la vigilance et à la prudence. Bien de faits qui sont à déplorer aujourd'hui sont liés à, je veux dire, une témérité qui ne s'explique pas face au déferlement. C'est difficile à comprendre, quoi. Voilà, qui ne s'explique pas face au déferlement de la nature. Invitation à la vigilance parce que dans l'habitude de vie, à force de côtoyer un risque, on commence à baisser cette vigilance-là et c'est en ce moment qu'on est le plus vulnérable. Voilà, donc c'est ce rappel-là qu'il faut faire à chacun d'entre nous à travers les consignes qui sont édictées et dont nous aurons l'occasion sûrement de parler encore ce matin. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Mais, colonel, on vous a vu dans les différents reportages qui ont été faits à l'occasion de la visite des membres du gouvernement sur le site où il y a eu les personnes décédées. Est-ce que la zone où il y a eu ces décès a été concernée par les zones à risque? Est-ce qu'elle était inscrite sur la liste des zones à risque? Très bien. Ces zones sont considérées comme des zones à risque parce que l'endroit où on a enregistré le plus grand drame avec la perte malheureusement des 4 enfants est une zone de dépression, c'est-à-dire un fond on va dire un talweg, c'est un fond de bassin. Voilà. Donc naturellement, c'est le lit de passage des eaux. Et quand les eaux déferlent des parties hautes, elles descendent avec beaucoup d'autres éléments qu'elles drainent ou bien qu'elles charrient. C'est les éléments contondants, c'est de la boue. Et la zone étant très argileuse, cette boue-là alourdit en fait l'eau. Et cette eau-là vient avec beaucoup plus de force. C'est ce qui a entraîné l'écroulement d'une maison avec malheureusement les occupants qui étaient majorité des enfants.
Ok, hier, mon colonel, on a vu toutes les zones qui étaient inondées. Hein. On a vu sur certaines voies, le trafic était impossible. Il y a eu des éboulements. Il y a eu un éboulement vers le stade, au plateau. Il y a eu plein de messages de détresse sur les réseaux sociaux. Je veux dire, dans le cas d'espèces, qu'est-ce que les populations doivent faire? On ne souhaite pas que ça se reproduise, mais on est en pleine saison des pluies avec les prévisions de la Sodexam qui sont alarmantes, et ça, il faut le dire. Qu'est-ce que les populations doivent faire si elles se retrouvent dans la situation d'hier, de façon pratique? Très bien. De façon pratique, le premier réflexe à avoir, c'est se tenir régulièrement informé. Oui. Se tenir informé à travers les médias officiels, les sites officiels, oui. Et puis, en fonction de l'information reçue, adapter son comportement, en fonction de sa position, de sa situation. Oui. Avoir également, toujours à portée de main, un téléphone chargé. Colonel, avec dans le cas où il y a eu d'inondation, on a perdu son téléphone, dans les eaux, c'est parti et tout ça, on n'a pas de téléphone, on ne peut pas se tenir informé, on fait quoi? Très bien. Si on se retrouve dans une zone qui est inondée, il faut essayer rapidement de gagner des hauteurs. Gagner des hauteurs, donc... Voilà, se mettre à l'abri en hauteur. Ok, sur quoi? Idéalement... Est-ce qu'on peut monter sur un arbre? Est-ce que, je ne sais pas, on monte sur quoi? Se mettre à l'abri sur des hauteurs sécurisées. On ne peut pas se mettre sur un arbre parce que l'arbre lui-même attire certains éléments de la nature, devient lui-même dangereux parce qu'il devient conducteur de certains éléments. Se mettre en hauteur pour être vu et pouvoir donner l'alerte ou un signal de sa position aux personnes alentours ou aux services de secours qui sont alertés. Oui. C'est une des consignes essentielles qui est donnée. Ensuite, quand on se retrouve à l'intérieur d'une maison et qu'on peut gagner les hauteurs, s'assurer d'avoir coupé l'électricité. Oui. Voilà, couper l'électricité pour éviter que le contact des éléments électriques et de l'eau produise encore d'autres préjudices. Maintenant, en parlant de couper l'électricité, il y a des personnes hier, dans les inondations, dont les niches des compteurs se retrouvaient sous les eaux. Et elles étaient bloquées, elles étaient dans leur bâtiment. Pour celles qui habitent dans les bâtiments, elles étaient en hauteur et les niches étaient sous l'eau. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Très bien, c'est là qu'intervient le réflexe avant de monter, parce que les eaux ne montent pas subitement. Oui. Les nids sont à une certaine hauteur, et dès qu'on constate une certaine montée des eaux, s'assurer de couper l'électricité et puis se mettre à l'abri. Aussi, toujours en se mettant à l'abri, prendre soin de mettre à l'abri certains produits chimiques. Oui. Voilà. Certains lesquels, par exemple? Les produits d'hygiène, les produits chimiques, qui au contact de l'eau peuvent créer des réactions qui vont aggraver potentiellement la situation. Ok, donc tout ce qui est produit d'entretien ménager et tout ça, il faut les isoler, les mettre dans des sacs plastiques qu'on ferme, c'est cela? Tout à fait. Okay. Tout à fait, les mettre en hauteur. Ok. Maintenant, je veux dire, hier, par exemple, il y a eu un incendie, on l'a vu sur les réseaux sociaux, d'un domicile pendant la pluie. Je veux dire, on s'imagine que c'est un court-circuit qui a entraîné cet incendie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit de s'assurer de couper l'électricité quand les eaux sont en train de monter. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir des torches qu'on a à portée de main pour éviter cela. C'est bien cela aussi? C'est bien ça. Pour s'éclairer. Tout à fait. Avoir dans la mesure du possible une torche avec des piles chargées, voilà, pour pouvoir assurer un certain éclairage minimum. Quand, dû à la montée des eaux, l'éclairage prévu ne peut plus fonctionner. Oui. Voilà. Concernant l'incendie, il faut rappeler qu'en plus de ce que nous connaissons, les risques courants continuent d'exister, c'est-à-dire intervention pour des accidents, intervention pour des incendies. Et donc, ces choses-là continuent d'être traitées en même temps que le risque particulier d'inondation auquel nous faisons face en ce moment. Donc c'est la procédure normale, alerter les secours qui s'efforceront de venir éteindre l'incendie
traiter l'incendie, pour protéger les populations et également les biens qui sont concernés. Mais hier, en parlant de prévenir les secours, hier, j'imagine que vous étiez hyper débordé. Il y a eu plein de messages de détresse aussi qu'on a vu sur les réseaux sociaux de personnes qui appelaient à l'aide et tout ça, pour certaines qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à joindre les secours. Est-ce qu'au niveau de l'Office national de la protection civile, des dispositions sont en train d'être prises, j'imagine, pour augmenter le nombre de lignes pour qu'on puisse répondre à toutes les sollicitations? Tout à fait. Les dispositions sont prises pour que les appels à secours puissent parvenir aux différents destinataires. Maintenant, je voudrais saisir l'opportunité de votre question pour rappeler à chacun d'entre nous que les numéros d'urgence ne sont pas des numéros qu'il faut utiliser abusivement. Oui. Parce que malheureusement, dû à l'utilisation abusive de ces numéros-là, les lignes peuvent être saturées, oui, surchargées. Oui. Donc, libérer, n'appeler qu'en cas de nécessité, et puis permettre au maximum d'appels d'arriver au secours pour que les secours puissent être mis en place suffisamment tôt et assurer la protection des populations, des biens et de l'environnement. À ce propos, une campagne a été faite et nous enregistrons des résultats notables. Mais c'est toujours l'occasion de rappeler que les lignes d'urgence ne sont pas des lignes, je veux dire, pour se détendre, ne sont pas des lignes à appeler à tout moment, mais à appeler en cas de nécessité, parce que malheureusement, au moment où vous occupez inutilement la ligne, certaines personnes ont besoin de joindre les secours. Et ça allonge le temps d'intervention. Les routes qui étaient inondées, mais l'eau était à une certaine hauteur. Des gens se sont retrouvés coincés dans leur véhicule. La dernière fois, vous en parliez. Si on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous le rappelons la dernière fois, les voitures ne sont pas des abris. Et quand il y a la montée des eaux, des inondations, des zones inondées, éviter de se déplacer dans les zones inondées. Non, considérons qu'on est déjà sorti. Non, on est sorti. Voilà, et on se retrouve dans la situation. On se retrouve dans la situation, parquer le véhicule et puis se mettre en hauteur, se mettre à l'abri. Parce que vous avez vu hier avec les images qui ont été diffusées, la force de l'eau est terrible. L'eau a traîné à Bingerville, sur près de plusieurs centaines de mètres, un chauffeur de taxi qui n'a eu la vie sauf que grâce à un rempart de béton qui a bloqué le véhicule et qui lui a permis de sortir. Oui. Parce que malheureusement, il s'est engagé sur une voie qui était inondée et il a tenté de traverser les eaux. Oui. Ça ne se fait pas. Donc, on le rappelle, éviter de se déplacer quand il y a des inondations, que ce soit à pied ou en véhicule, et puis se rappeler toujours que le véhicule n'est pas un abri. Merci, colonel Yeo Marus. Je le rappelle, directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile, qui est venu ce matin nous dire comment nous comporter en cette période de pluie et quelles sont les dispositions pratiques à prendre si on se retrouve justement dans une situation telle que celle qu'on a vécue hier dans le district d'Abidjan. Il faut vraiment prendre le soin d'isoler les médicaments, comme l'a dit le colonel, et puis isoler aussi tous les produits d'entretien qui pourraient se révéler dangereux. Allez, on passe par une transition. Docteur Michel Tanon-Lora, psychologue comportementaliste. J'ai bien prononcé. Voilà, et avec vous, on va parler des vacances scolaires. Comment les occuper de façon saine? Eh bien, ce matin, nous allons parler d'une organisation particulière des vacances, c'est-à-dire le projet de faire partir les enfants en vacances chez d'autres personnes. Oui. C'est très important de penser ce projet-là parce que lorsqu'on décide de faire partir nos enfants en vacances, il faudrait qu'il y ait un contenu et que ce soit bien pensé. Les vacances, c'est la période où les établissements scolaires sont fermés. Oui. Alors, normalement, tout au long de l'année scolaire, la routine est établie en incluant le départ des enfants à l'école et leur séjour à l'école. Oui. Du coup, cette routine-là doit être modifiée pour une période de 2 à 3 mois. Et il faut réorganiser complètement la journée des enfants.
du coucher au réveil et du contenu de la journée. Donc, lorsque certains parents décident de faire partir les enfants en vacances chez d'autres personnes, on entend parfois le motif principal, c'est « je veux me reposer ». Oui. Et ceux chez qui les enfants vont alors, voilà, il faut eux se reposer. Une autre raison que les parents évoquent, oui. Oh, je peux recevoir vos enfants chez moi, j'ai assez de place. Je peux recevoir vos enfants chez moi, j'ai assez à manger, j'ai à manger pour tout le monde. Oui. La nourriture n'est pas un problème. Mais ces deux éléments ne sont pas suffisants pour envoyer les enfants en vacances de façon sécurisée. Parce que si on a un espace chez soi, ça veut dire que les enfants ont beaucoup d'espace à occuper et il faudrait que ça se fasse sous surveillance ou que ça se fasse en préservant leur sécurité. Donc, pour envoyer mes enfants en vacances, je dois me demander chez qui mes enfants vont aller. Oui. Est-ce qu'ils ont des affinités avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ne seront pas dépaysés? Des questions qu'on ne se pose pas souvent. Hein. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres adultes oisifs qui pourraient constituer un danger pour mes enfants? Oui. Qui sont les personnes qui sont là-bas et quelles sont les activités qu'elles peuvent faire avec mon enfant? Est-ce que mon enfant ne va pas encombrer les enfants de la maison qui le reçoit? Ou est-ce que les enfants de la maison qui reçoivent mon enfant ne vont pas le mettre en danger. Aussi, Donc, il y a tous ces éléments-là à mettre en compte pour ne pas que le séjour en vacances de l'enfant soit un séjour traumatisant. Mais avec tous ces questionnements-là aussi, est-ce que le mieux n'est pas que nos enfants restent chez nous? Mais parfois, laisser l'enfant chez nous sans un cadre adéquat, ça le met également en danger. Il y a des parents, justement, qui se disent « je n'ai pas envie d'embêter les gens, alors j'enferme mon enfant chez moi, je mets la nourriture à sa disposition et je pars travailler. » Mais si c'est un enfant qui a moins de 10 ans et qu'on enferme tout seul à la maison devant la télé, il y a quand même des dangers. À commencer par qu'est-ce que l'enfant va regarder comme programme télévisé. Il y a des prises électriques à la maison, il y a des objets dangereux, il y a des produits caustiques qui peuvent l'empoisonner. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut prioriser la sécurité de l'enfant. Enfermer un enfant à clé, c'est le mettre en danger parce qu'en cas de danger, justement, s'il y a un incendie ou une inondation, comme on vient de voir, il ne pourra pas s'échapper. Donc, ce n'est pas la bonne façon de faire. Par exemple, pour ceux qui souhaiteraient les envoyer en colonie de vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? En colonie de vacances, c'est un cadre aussi spécifique parce que les colonies sont encadrées par des spécialistes, donc c'est déjà une bonne chose. Ceci dit, il y a des enfants qui reviennent quand même de colonies avec la gale, avec des poux, avec des mauvaises habitudes. Donc, il y a de tout en colonie. Donc, ce qu'il faudrait, c'est rendre l'enfant autonome dans ses choix de comportement et dans ses prises de décision pour l'emmener en colonie. Parfois, des parents envoient leurs enfants en colonie pour qu'ils puissent être au contact d'autres enfants. Mais malheureusement, tous les contacts d'autres enfants ne sont pas sains ni bons. Donc, il faudrait rendre l'enfant autonome, le briefer et lui donner des consignes pour qu'il puisse, dans ce milieu nouveau pour lui, se défendre correctement, se protéger suffisamment, aussi bien contre les autres enfants qui seraient éventuellement toxiques, aussi contre les encadreurs éventuellement véreux. Mais ça fait peur, hein, ce que vous dites. Mais c'est une réalité pourtant. Tous les regroupements d'enfants dans des endroits où ils dorment ensemble, où ils passent un moment ensemble, c'est des moments où il y a des dangers potentiels. Il y a des dangers de prédation de la part d'adultes. Il y a des dangers aussi d'agression entre enfants parce que certains enfants subissent des agressions qu'ils vont reproduire sur d'autres enfants qui sont un peu plus jeunes qu'eux. Donc, ce sont des réalités qu'il ne faut pas se cacher. Et ça, il faut en parler avec les enfants pour les préparer à savoir se défendre. Et savoir se défendre pour un enfant, c'est en premier recours en parler à un adulte de confiance. En termes de colonies, vous, si vous devriez conseiller des colonies à des parents, ce serait quoi? Ben, des colonies au contenu alléchant. Par exemple, découverte, ouverture à l'autre, à la culture de l'autre, apprentissage, parce que quelles sont les tâches qui vont être faites? Est-ce qu'il y a des activités manuelles? Est-ce qu'il y a des activités sportives? Est-ce qu'il y a des activités culturelles? Est-ce que le menu est bon? Et est-ce que, en termes de
vers de Guinée, de moustiques, de tout ça, est-ce que c'est sécurisé? Donc, des colonies au contenu bien pensé et alléchant. Et lorsqu'on inscrit son enfant en colonie, le parent a tout à fait le droit d'interroger les organisateurs sur le contenu des activités. Bon, ça, c'est pour les parents qui décident de faire partir leurs enfants, que ce soit chez d'autres personnes ou en colonie de vacances. Et pour ceux qui voudront les garder à la maison, qui décident, bon, je veux dire, de ne pas faire partir leurs enfants et de les garder chez eux. C'est l'idéal. Comment ils doivent s'organiser pour les vacances? L'idéal, c'est de garder les enfants chez eux parce que c'est quand même leur chez et qu'ils doivent en profiter. Donc, ils doivent voir les réalités de leur propre maison. Parce que la plupart des enfants partent de la maison pour l'école avant 7 heures. 6h30, 7h. Donc, en général, ils n'ont pas vraiment pleinement conscience de comment se passe la journée dans leur maison. Alors, lorsqu'on garde nos enfants chez nous à la maison, il faut les mettre à la tâche. Par exemple, pour le petit déjeuner, il faut qu'ils mettent la main à la tâche. Donc, ils vont faire des tâches qui ne vont pas, par exemple, leur demander d'allumer le feu pour chauffer l'eau. Donc, un adulte pourrait le faire, mais... Pour le reste, faire la table et tout ça. Tartiner le pain. La confiture ou le pain, tout ça, ils peuvent le faire. Et débarrasser aussi, faire la vaisselle, faire le rangement, ranger les jeux, sortir les jeux, mettre le linge à sécher, faire la lessive, laver leurs chaussures. Donc, il y a tellement de choses à faire dans une maison dans la journée que lorsqu'on garde nos enfants à la maison, l'idéal, c'est de leur donner un programme de tâches ménagères, on ne va pas dire corvée, mais de tâches, et aussi un moment de jeu. Si possible, jouer avec les enfants, parce que ça aussi, ça cimente la famille. Mais je veux dire, pour certains parents même, ils découvrent leurs enfants pendant les vacances. Et les enfants aussi découvrent leurs parents. Les enfants aussi découvrent leurs parents parce que lorsque, par exemple, on chante des chansons que les enfants connaissent, ils sont surpris. Ah, papa, tu connais cette chanson? Ah, maman, tu connais cette chanson? Évidemment, on connaît les chansons parce qu'on a fait l'école primaire avant eux, mais ils ne le savent pas. Oui, mais les enfants, ils ont l'impression qu'on est né papa. Voilà, on court tout le temps, donc on n'a pas le temps de parler de notre enfance à nos enfants. Et bien, les vacances, c'est le temps de le faire, c'est l'occasion de parler de nos enfances à nos enfants et d'échanger avec eux pour voir aussi comment ils grandissent et à quoi ils s'intéressent. Parce qu'il y a ce que le parent pense pour son enfant et à ce que l'enfant aussi aime et à ce qui l'attire. Donc, ces moments d'échange-là sont importants. Il ne faut pas dire « j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué ». Il faut s'efforcer de trouver un petit moment pour les enfants en fin de journée lorsque nous rentrons, surtout que les enfants ont passé la journée à la maison, s'enquérir de ce qu'ils ont fait, apprécier ce qu'ils ont fait et les intéresser à tout ce qui se passe dans la maison pour qu'ils puissent être acteurs de la vie de la famille. Et puis, il y a ceux aussi, Dr Tanon Laura, qui voudront, par exemple, faire partir leurs enfants au village. Pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Le village où il y a tellement de clichés pour certains. Non, au village, il y a les fossiers, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors que, bon, je veux dire... Et le village, c'est un environnement qui est souvent perçu comme les enfants, comme un environnement magique. Moi, j'ai rarement vu des enfants de la ville qui n'aiment pas le village, à part les désagréments de la chaleur, des piqûres d'insectes. Tout ce qu'ils découvrent, la nature, les animaux vivants, comment les plantes poussent, tout ça, c'est vraiment une classe nature. Et puis on change de milieu, on est déconnecté totalement de la ville. Et souvent, la barrière de la langue n'intervient que les 2 premiers jours. Même si les enfants ne parlent pas leur langue. S'ils ne parlent pas leur langue. Sinon, il y en a qui le parlent parfaitement. Hein. Oui, il y en a qui parlent, mais ce n'est pas la majorité. Donc, même si les 2-3 premiers jours, la barrière de la langue pose problème, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, les enfants sont totalement acclimatés et qu'ils se font des amis au village avec qui ils sont inséparables parce que ces amis-là leur apprennent comment faire un lance-pierre. Ils découvrent beaucoup de choses. Énormément et ils apprennent aussi à leurs amis du village. Donc, c'est un séjour vraiment à recommander à tous les parents qui peuvent parce que ce serait l'idéal pour les enfants de découvrir ce qu'ils apprennent à l'école de façon parce que dans les livres, on leur présente plein de choses qui viennent de la nature. C'est très théorique. Donc, les vacances au village, c'est pour moi des vacances vraiment idéales à recommander aux parents qui peuvent
et qui ont des gens pour accueillir leurs enfants là-bas. Merci pour toutes ces dispositions et ces conseils pratiques pour les parents qui souhaiteraient faire partir leurs enfants en vacances, que ce soit chez des personnes qu'ils connaissent, que ce soit au village, que le docteur Tanon Lora conseille fortement, ou encore en colonie de vacances. Je veux dire, qu'est-ce qu'on devrait retenir, docteur, de tout ce que vous avez dit? Et surtout, s'il y a des enfants qui n'ont pas envie de partir quelque part, qui veulent rester à la maison, est-ce qu'il faut les y obliger? On ne peut pas obliger un enfant à partir, il faut plutôt le séduire, lui montrer un aspect séduisant de l'intérêt du programme de vacances qu'on lui propose. Si l'enfant a envie de partir, qu'on veut qu'il reste, il faut lui montrer le bon côté de rester à la maison en montrant un programme alléchant. Si l'enfant a envie de rester, que nous, on veut qu'il parte, il faut lui montrer aussi le bon côté. Il ne faut pas dire « vas-y pour aller » parce que c'est contraignant. Et tout compte fait, s'il est contraint, il se renferme et puis il ne profite pas vraiment de ce programme de vacances. Les colonies de vacances, ça coûte de plus en plus cher et il ne faut pas se cacher que la vie est chère et qu'après les vacances, on doit préparer la rentrée scolaire. Ça, c'est bien. Ça ne sert à rien de payer des colonies à prix fort et de se retrouver incapable d'assurer la rentrée des enfants. Donc, il faut une bonne planification pour que les parents ne soient pas en difficulté à la fin des vacances. Docteur Michel Tanon Lora, psychologue comportementaliste, et avec elle, bien évidemment, aujourd'hui, on a parlé des destinations à privilégier pour nos enfants pendant ces vacances scolaires et surtout les activités à leur proposer aussi. Bon, moi, j'ai apprécié le passage sur le village où il faut pas faire partir nos enfants parce que, comme je le disais tantôt, on a tellement de clichés concernant le village. Donc, voilà, merci. Si on doit faire partir les enfants en cette période-là, il y a dispositions pratiques aussi, bottes et tout cela, et tout le kit de survie et tout ça qu'il faut prendre aussi. Tout à fait. On a vu les images pendant les éléments qui ont été passés pendant les différents points de formation d'Ablaye Koné. Je dis, comment vous avez vécu ces inondations-là? Ben écoutez, moi, je suis dans la zone de Bégerville, donc j'ai traversé les zones de secours et c'était très, très impressionnant. Donc, il faut sortir vraiment avec prudence et puis donner des consignes aussi de sécurité aux enfants qui restent à la maison. Parce qu'en ce moment, ils restent à la maison, il pleut. Quand on s'ennuie, la première chose, c'est de regarder la télé et de vider le frigo. Donc, approvisionner suffisamment le frigo pour que les enfants n'aient pas à sortir sous la pluie et qu'ils n'aient pas à échapper à la vigilance des employés de maison qui seraient occupés à d'autres tâches éventuellement. Donner vraiment des consignes fermes à tout le monde pour que les vacances se passent bien et en toute sécurité, aussi bien pour ceux qui sortent que pour ceux qui restent à la maison. Merci, docteur Michel Tanon Lora. C'est ici que prend fin cette émission aussi et on espère vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce numéro de Matin Bonheur et bonne journée sur les programmes de la RTI. À demain.